Benelli, grand vainqueur du jour. Mathieu Van Der Poel, nouveau maillot jaune. Pour une petite seconde, Hugo, qu'as-tu pensé de cette magnifique étape? Une étape extraordinaire, hein. On s'est pas arrêté du début jusqu'à la fin, que ce soit la création de l'échappée, le sprint intermédiaire, le maillot à pois, les favoris, le maillot jaune. Je pense que franchement, tout était dans cette étape et j'ai kiffé regarder ça. Ouais, bah on va commencer peut-être directement par le sprint intermédiaire. Là, bah, on a voulu se battre pour prendre l'échappée, mais les équipes de sprinteurs comme Lidl Trek et Intermarché voulaient absolument arriver au moins jusqu'au sprint intermédiaire. Souvent, quand la première demi-heure, 45 minutes, il y a ce sprint, c'est très très difficile de sortir. Et là, on a vu un Jonathan Milan qui a dominé le sprint. Bah, je pense que c'est celui qui a donné le plus de sa personne pour le remporter. On a vu Girmay se relâcher très très vite, on va dire, enfin pas très vite, mais au moins assurer cette troisième place. Derrière, on a eu aussi, enfin devant Girmay et derrière Jonathan Milan, on a eu Mathieu Van Der Poel qui confirme qu'il va faire ce maillot vert, parce que on fait pas ce sprint intermédiaire si on fait pas le maillot vert. Ouais, Mathieu Van Der Poel qui, l'air de rien, va avoir énormément de chances, d'opportunités tout au long de ce Tour de France, aussi des moments dans les sprints intermédiaires, dans les échappées. Est-ce que tu crois vraiment aux chances de Mathieu Van Der Poel et est-ce que tu trouves que c'est un choix judicieux de la part d'Alpecin d'aller dans ces sprints intermédiaires, sachant que par la suite, on pourra en parler un peu plus tard, mais il lui a manqué un petit rien à Mathieu Van Der Poel. Ouais, mais j'allais dire, je pense que c'est une bonne chose pour le fait de faire le sprint intermédiaire. On a vu que Mathieu Van Der Poel, début d'année, il avait fait des déclarations sur le Tour de France, qu'il avait du mal à se motiver, que c'était pas la course qui lui convenait le mieux, etc., etc. Je pense que de faire les sprints intermédiaires, ça va lui donner une adrénaline tout au long de ce tour. Et en plus, je suis persuadé qu'il aura une chance d'y arriver. Il a une chance plus que certains coureurs qui le font. Maintenant, j'ai quand même des doutes pour X, Y raison. C'est la première, il a l'air d'avoir déjà des séquelles de cette première semaine, de déjà être un peu cramos. Enfin, pas cramos, mais parce qu'il est devant, Ouais. mais d'être un peu plus sur la forme est en train de diminuer, quoi. On n'est pas sur les premières étapes où il était déjà monstrueux. Je pense pas que c'est la forme qui diminue, mais c'est la fatigue qui Ouais, s'accumule. voilà, Ouais. c'est ça. Je pense que c'est la fatigue qui s'accumule. Peut-être qu'il faut 1 ou 2 jours un peu plus chill que pour pouvoir se relancer la machine. Mais il n'y a pas que ça comme problème. Le problème aussi, c'est que sur les sprints massifs, est-ce qu'on va jouer sur la carte de Mathieu Van Der Poel ou est-ce qu'on va aller jouer à la carte de Caden Groves? Donc pour moi, c'est 2-3 questions que je me pose qui font que j'ai du mal à y croire. Mais je trouve que c'est une très très bonne idée de participer à ce sprint massif. Ouais, La je sprint reviens intermédiaire. directement sur Caden Groves et Mathieu Van Der Poel. On le sait, Mathieu Van Der Poel est un des meilleurs lead-out au monde. On le sait, Caden Groves est l'air de rien un des meilleurs sprinteurs au monde. Peut-être pas au niveau de Philipsen, Merlier et Milan. Mais si les étoiles sont alignées, s'il a un lead-out plus qu'exceptionnel de Mathieu Van Der Poel, Caden Groves peut aller chercher une étape sur le Tour de France. Il compléterait en plus la trilogie. Je pense que ce serait une erreur de la part de Alpecin de ne pas le faire. En plus de ça, l'air de rien, en faisant le lead-out, il est possible que Mathieu Van Der Poel gagne quelques petits points à gauche et à droite. Donc pour moi, ils doivent continuer à jouer la carte de Caden Groves. Maintenant, c'est clair que ça va un peu manger les points de Mathieu Van Der Poel. Par contre, il faut savoir aussi que ça lui coûte rien de passer 4e, 5e d'un sprint intermédiaire quand les autres sont là, même si au final il ne joue pas le classement par Ouais. points. Est-ce que tu penses que, donc, pour toi, si tu devais choisir un favori, là maintenant, tu choisirais qui? Pour le maillot vert? Ouais. Ça va dépendre, c'est une très bonne question. Moi j'avais dit à l'avance Girmay parce que je pense que il va jouer tous les sprints jusqu'au bout. Et aujourd'hui il n'y a plus que 2 vrais sprinteurs prétendants, Jonathan Milan et Girmay. Par contre il y a les deux autres ogres que sont Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar. J'avais aussi mentionné de Tadej Pogacar et je pense que plus on avance, plus Tadej Pogacar va avoir une chance d'être un encombrement en tout cas pour ce maillot vert sans le vouloir. Et pour toi? Alors, c'est très compliqué. J'ai du mal à voir Jonathan Milan. Pas avoir, allez, on va dire, c'est quand même. Des fois, je pense qu'il va perdre des points parce qu'il passe pas assez bien les bosses par rapport à Girmay qui me semble impressionnant depuis le début de ce Tour de France. Et j'ai beau avoir critiqué un peu, pas critiqué, mais avoir peur de Girmay sur ce Tour de France au départ. Ici, là, il m'a rassuré complètement. Maintenant, sur le sprint pur,
Je pense pas qu'il est vraiment top du top, mais sur l'ensemble des étapes où il va prendre des points plus facilement que Nathan Milan. Ouais, et puis après, il est de la première bordure, Ouais. il est attentif, il a son équipe autour de lui, il évite les chutes, parce que l'air de rien, maintenant, il y a quand même pas mal de coureurs comme Emilien Janière qui sont rentrés Ouais. à la maison. Philipsen rentré à la maison. L'air de rien, Paul Penouet qui est tombé aussi. Enfin, quand on regarde tout ça, ça fait quand même des petits bobos. Et Eux, ils ouais, sont passés dans les ouais, mailles et filets. exact. Ouais. Donc je pense que moi, ce sera mon favori Ouais. si je devais choisir un. Ok, bah voilà, on se rejoint quand même assez fort. Le maillot vert, on met ça derrière nous et on parle du maillot à poids. Et là, on va dire quand même à ma grande surprise, Tim Wellens joue les points du meilleur grimpeur. Oui, ben on a vu d'abord dans un premier temps Quinn Simons prendre des points avec Ben Neely qui était juste derrière lui. Il n'y a pas vraiment eu de bagarre pour ces points-là. Puis on voit que ça se regroupe un peu pour le peloton et Wellens a décidé de faire un petit sprint un petit sprint où ça roulait déjà quasiment à bloc dans le peloton pour pouvoir aller chercher ses points. Et juste après, c'est la bonne échappée qui part. Je pense qu'il est vraiment dans un autre monde actuellement. Il touche plus les pédales, c'est Ouais, comme c'est un s'il des plus volait. forts au monde, ouais. Et je pense que c'était pas vraiment un très gros effort pour l'avoir et ça lui fait vraiment plaisir de pouvoir le porter. Donc c'était une bonne chose parce qu'aujourd'hui, normalement, il devait le porter. Mais vu qu'il avait le maillot de champion de Belgique et c'était que par procuration, eh ben, il ne l'a pas porté. Ouais, ASO a choisi de le donner à Jonas Vingegaard, qui est troisième au classement Ouais. de la meilleure montagne. Ouais. L'échappée s'en va, tu en parles, après une longue bataille, plus de 50 km/h sur la première, enfin 50 km/h environ pour la première heure. L'étape d'ailleurs finit à plus de 46 à l'heure, hein, donc c'est quand même roulé très vite avec 3000 mètres de dénivelé. Je sais pas si on se rend compte la vitesse dont ça a roulé. Et là, après des efforts et des efforts, Ben Neely, qu'on a déjà vu beaucoup au début d'étape, Quinn Simons, encore eux, sont sortis. Et puis, tout un groupe se forme avec Mathieu Van Der Poel, Will Barta, avec Storer, avec Terrada aussi, qui est là, Eddie Dunbar, Simon Yates. Quand on regarde les noms, c'est quand même des machines, on va dire. Un peu un mix entre bon rouleur, bon grimpeur, et finalement, c'est la bonne échappée. Et elle prend très difficilement de l'avantage. Oui, au début c'était très difficile parce qu'on a eu des équipes qui étaient quand même piégées. On a eu par exemple Ineos, Total avec Gachignard qui a essayé aussi. Tobias Je Foss, pense t'en parlais, qu'il y a aussi eu l'équipe Arkea qui voulait vraiment mettre un coureur devant. Il le savait que c'était la bonne échappée. Le problème, c'est que ça s'est sorti à la pédale. Et le seul à la pédale qui était vraiment capable, c'était Kevin Vauquelin, je pense. Ouais, et encore, je sais pas s'il serait rentré parce que c'était quand même compliqué de rentrer contre 6 hommes qui roulent. mais il aurait pu être avec, ce que je veux dire. Oui, c'est sûr. Mais peut-être qu'un Arkea aurait pu être avec aussi, mais ce que je veux dire, c'est que c'était trop tard au moment où il y a eu 30 secondes. Ça a réagi beaucoup trop tard. Et en plus, Vauquelin, il a essayé au final, mais on ne l'a pas laissé sortir. Et je pense qu'un Remco Evenepoel avait peur de lui. Remco Evenepoel, j'ai l'impression en tout cas, regarde un peu plus derrière lui que devant lui sur les réactions de... Mais est-ce que tu trouves ça normal ou pas? Parce que l'air de rien, quelles sont ses chances d'aller chercher Tadej Pogacar? Et quelles sont les chances? Est-ce que l'écart entre Tadej Pogacar et Remco est pas plus grand que l'écart entre Kevin Vauquelin et Remco au niveau forme actuelle et au niveau potentiel de résultats? Alors, je pense que si, l'écart est beaucoup plus grand, mais est-ce que tu penses, à l'heure actuelle, qu'un Vauquelin, on a des certitudes sur lui en montagne sur 3 semaines, et est-ce que tu penses que c'est un candidat vraiment pertinent pour un maillot blanc sur 3 semaines? Mais c'est une très bonne question. Pour moi, non. Donc pour moi, il a prouvé, puisque faire deuxième du Tour de Suisse, qui est une des courses les plus dures au monde, ça veut dire quand même pas mal de choses. Il avait déjà fait dans le top 10 de Tirreno Adriatico, il avait déjà fait des top 10 assez impressionnants. Maintenant, il n'a jamais montré sur 3 semaines le niveau d'un top 5 ou un maillot blanc à l'heure actuelle par rapport à Remco Evenepoel. Cependant, Remco, depuis le début de la semaine, il a quand même des très hauts comme son chrono, et puis il a quand même des moments d'hésitation. Par exemple, il a raté la bordure que Vauquelin l'a prise. Vauquelin a failli sortir avec Jorgensen dans l'étape 2 d'ailleurs, ou dans l'étape où ils sont sortis un petit peu en puncher. Et donc,
on est dans un début de parcours qui convient à 2000% à Vauquelin, ça oui, mais vu qu'il est plus fort dans les terrains qui lui conviennent bien, est-ce qu'il ne sera pas plus fort aussi dans la haute montagne? Et ça, c'est une question que personne aujourd'hui ne peut répondre, à qui ne peut répondre, et donc, pourquoi prendre le risque? C'est vrai que c'est difficile de prendre le risque, mais j'ai un peu l'impression que tu as raison. Bah, Remco Evenepoel, il est pas sûr de lui en fait, j'ai l'impression. Et bah, même nous, de l'extérieur, on a du mal à être sûr de lui parce que on sait pas en montagne comment il va réagir. On sait pas parce que derrière lui, il y a encore énormément de grimpeurs qui ne sont pas très très loin de lui. Donc je peux comprendre de rouler sur allez, Vauquelin, mais pour moi, c'était quand même pas à lui de le faire parce que derrière lui, il y a plein de grimpeurs qui devraient avoir peur aussi et qui devraient réagir aussi d'aller chercher. Et je pense que Jonas Vingegaard, ce sera pas celui qui va aller rouler pour revenir sur Vauquelin. Pogacar non plus. Mais Ouais, est-ce mais que alors, c'est déjà maintenant si, moi je trouve que si, parce que Henrik Mas, entre 4ème et 5ème, bien sûr, il préférait faire 4ème, mais 5ème c'est bien aussi. Remco, s'il fait pas podium, ça reste quand même un aveu de faiblesse. Parce que ça veut dire que l'année passée, il fait podium, et cette année, il régresse alors. Ou en tout cas, la concurrence progresse plus vite que lui. Et je pense que ça, c'est différent. C'est différent dans l'état d'esprit que Henrik Mas, il fait une fois 3ème, une fois 14ème, une fois 7ème. Et donc, Remco, c'est un coureur à part. C'est un coureur que l'on voit dans la catégorie plus. Quand on parle des fantastiques, on le met souvent dedans. Et donc, Mas pas. Almeida pas. Et donc, voilà un peu pourquoi Remco, c'était à lui de rouler. Il l'a fait. Et j'en suis bien content. Ouais, J'en suis bien content pour Remco. Pour Vauquelin, c'est décevant parce que là, la porte était grande ouverte au maillot jaune. Et là, c'est là où on va peut-être enchaîner sur Mathieu Van Der Poel qui est sorti, qui a eu un bon de sortie, clairement, on n'a pas roulé sur lui. Est-ce que tu penses que c'est aussi, donc on l'a laissé parce que c'est un sprinter puncher flandrien, mais aussi parce qu'il a une affinité dans ce peloton avec Pogacar, Remco, tous ces coureurs-là? Alors, l'exclure, ce sentiment, je pense que c'est pas possible de le faire. Tout le monde sait un peu qu'il y a des affinités dans le peloton. Oui. Maintenant, je pense que c'est une échappée qui a rangé tout le monde. Je pense que Visma avait un homme devant. Je pense que Castrillo et Movistar avaient un homme devant. Quinn Simons et Benilly étaient volés. Tudor, qui est une équipe invitée, avait une très bonne carte devant. Mais est-ce que finalement Alaphilippe ou Hirschi aurait pas été mieux? Mais ça, c'est encore un autre débat par la suite qu'il faudra avoir. Mais pour moi, Storer a fait une très très belle course. Et donc, du coup, on se retrouve avec des mecs devant qui, à part Arkea et Ineos, au final, Uno X aussi, qui a un peu raté le coche, tout le monde était content. Et donc, ça, c'est déjà la première chose. Et deuxième chose, pour UAE, laisser partir Mathieu Van Der Poel, c'était le seul qui peut vraiment ne pas être dangereux pour le classement général et prendre le maillot jaune par la suite, puisque on le sait, il y a la cérémonie protocolaire, mais aussi il y aura demain. Demain, il ne faudra pas rouler pour l'équipe UAE, sauf s'ils veulent se placer. Après-demain, on ne devra pas rouler non plus. Et donc, je pense que c'est une question de choix stratégique, et ça tombait bien. Je suis d'accord à moitié avec toi, parce que on a un Pogacar qui, je pense, à l'heure actuelle, maintenant, il s'en fout, mais il serait content d'être en jaune. Je pense que c'est bien d'être en jaune. Alors, je pense que le protocole, etc., c'est chiant, mais est-ce qu'à un moment donné, c'est pas aussi le Graal d'avoir le maillot jaune? Est-ce que c'est pas aussi la meilleure chose qu'on peut rêver, d'avoir le maillot jaune chaque jour? Je sais que lui, il la connaît déjà bien, ce sentiment. Mais est-ce qu'on n'est pas dans un moment donné où se lasser de ça, c'est quand même compliqué? Ouais, après, s'il voulait vraiment regarder ce maillot jaune, à un moment donné, quand l'échappée part, il y a un groupe de contre avec Campenars, etc. Et Vauquelin fait le bon jusque ce groupe de contre. Et on voit qu'à ce moment-là, l'équipe UAE en a marre de devoir contrôler. Et donc, elle se met en tête de groupe et elle commence à amener un rythme. Et ce rythme-là, en fait, l'échappée passe de 32 secondes à 21 secondes. Et ça, à ce moment-là, il n'y avait que Nils Politt et Marc Soler qui roulaient. S'ils veulent vraiment garder le maillot jaune, à ce moment-là, ils rentrent. Ah ouais, non, je pense que oui. Et sûr. Donc, pour moi, c'était que ce soit Mathieu Van Der Poel ou que ce soit Aurélien Paré-Peintre, je pense que pour eux, ça aurait été la même chose. Mais
en effet, Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar, on le sait, de temps en temps, ils s'entraînent ensemble. Remco Evenepoel et Mathieu Van Der Poel, bah, ils sont potes. On va pas le nier. Mais maintenant, je pense que si ça avait été Aurélien Paré-Peintre, par exemple, je prends lui parce que j'ai regardé le classement et c'était le premier qui me semblait pouvoir aller chercher le maillot jaune. Bah, je pense que ça aurait été pareil. Mais en revenant peut-être pour le sportif à 100%, Ouais. Simon Yates était dans cette échappée. Est-ce que tu trouves que c'est normal de l'avoir mis dans cette échappée alors que, enfin, je sais que c'était par la pédale, etc. Donc, à mon avis, c'était calculé depuis longtemps parce que, on peut pas se retrouver par hasard dans cette échappée. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose, sachant que, maintenant, il n'y a pas eu de tentative ni de Vingegaard ni de Jorgensen? Pour moi, c'est un double aveu de faiblesse. Le premier, c'est le coureur qui doit être là, c'est Wout van Aert. Et donc, du coup, c'est un aveu de faiblesse que Wout van Aert n'est pas prêt. Ça, c'est la première chose. Ou en tout cas, n'est pas maintenant pile poil à la forme qu'il devrait être. Parce que s'il était vraiment en grande forme, il n'aurait pas raté cette échappée. Surtout quand on voit les efforts que certains ont fait. Je pense que Mathieu et Wout sont capables de faire ces efforts-là. Et deuxième chose, c'est que si aujourd'hui Visma Lease a Bike met un homme dans l'échappée, à part viser une étape, je pense pas que ça aurait été d'une grande aide, il y aurait eu des grandes manœuvres alors à la place de ça et ils l'ont pas fait. Donc pour moi, c'est énormément d'énergie pour Simon Yates pour une troisième ou quatrième ou cinquième place, je sais plus, mais Je serais plus de toute façon dans ces eaux-là, ce qui est exceptionnel sur le Tour de France, il y avait une potentielle victoire d'étape. Cependant, pour un vainqueur du Giro, pour une équipe qui vise la victoire finale sur le Tour de France, j'ai pas trop compris. Et je sais que tu poses la question, c'est qu'il y a un doute chez toi aussi. Oui, j'en suis persuadé. Moi, je pense que c'est qu'on regardait pour la montagne, qu'on allait encore attendre jusqu'à la deuxième semaine ou la première étape de montagne. Donc, je suis surpris. Je pense qu'on fait la même chose avec Sepkus pour attendre la montagne. Donc, je m'attendais à les voir tout frais maintenant. On leur a peut-être dit, tu vas avoir un bon de sortie une fois sur le tour, et il a choisi cette étape-ci parce qu'il y a peut-être cru. C'est peut-être le cas parce qu'au final, l'étape était peut-être plus dure que ce qu'on le pensait. Ouais. Donc, moi, je pense. Après, je dis ça, mais demain, il sera sûrement un quart d'heure. Ah, bah oui, c'est sûr. Mais je pense que peut-être que pour la deuxième semaine, ça va y avoir des conséquences parce que c'est quand même un gros effort qu'il a fait. Ouais. On a vu, comme l'a dit, l'échappée qui a eu du mal à prendre le large. On a vu des coureurs qui étaient quand même faire le bon, hein, comme Dunbar, même Mathieu Van Der Poel, qui ont fait énormément d'efforts. Donc ça prouve que ça roulait très vite. Puis 46, 47 de moyenne, je sais plus la fin de l'étape. C'est quand même exceptionnel sur ce genre d'étape. Parcours. Hein. Donc peut-être maintenant alors parler de Ben Illy. Ouais. Ben Illy qui est sorti. Le vainqueur d'étape. Ouais, donc il est sorti dans une descente. Je vais pas dire qu'il est sorti en facteur, mais il est sorti. On va dire, il n'y a pas eu de réponse tranchante. Je pense que lui est sorti. Quand il est sorti, il est quand même sorti. Il est bien sorti. Mais je trouve que les autres coureurs ont quand même pris la décision de dire on va attendre voir s'il n'y en a pas un des 7 autres qui va réagir. Et finalement, personne n'a réagi. Il a très vite pris une minute. Ouais, on a vu un coureur qui était un des plus loin de cette attaque, c'est Quinn Simons, qui était peut-être le deuxième plus fort, voire le plus fort. Ça se jouait certainement entre les deux. Et je pense que Ben Illy le savait que c'était le moment où Quinn Simons était derrière qu'il fallait attaquer parce que c'était peut-être celui qui allait réagir le plus. Et vu qu'il était loin, s'il attaquait et qu'il revenait sur Ben Illy, tout le monde allait venir dans sa roue et ça allait être une désorganisation dans ce groupe. Je pense qu'il a attendu, mais il a vu que l'écart était de plus en plus grand. Et à un moment donné, il a attaqué. Il a fait une grosse mine quand même quand il attaque, c'est impressionnant. Storer a réussi à revenir sur lui. Oui, ce que Simon Yates n'a pas réussi à faire d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, avec aussi Terrada qui était un peu, je trouve, décevant pour le type de parcours. Mais sinon, comme tu le dis, les deux sont partis, mais n'ont pas réussi à collaborer assez que pour revenir sur Ben Illy. Oui, on le sait, Michael Storer, c'est un filou. C'est un filou qui aime bien passer un relais. Stratégiquement, il met souvent la balle au fond quand il est devant. Parce qu'il joue à l'économie. Maintenant, l'air de rien, les directeurs sportifs dans les voitures, ils commencent à le connaître, Michael Storer. Il collabore un peu moins, ce qui fait que Quinn Simons, l'air de rien, il met un peu moins de puissance dans ses relais. Et donc, Ben Illy, de 1 minute, il est passé à un moment donné à 2 minutes, et voire même plus. Et donc, du coup, voilà, est-ce que Ben Illy était vraiment sur une autre planète? Ce que je pense. Oui, je pense qu'il était le plus fort. Deuxième plus fort était pour moi Quinn Simons. Donc, je pense qu'il aurait pu être un mano à mano,
mais il a Michael Storer avec lui, et du coup, il a toujours cette arrière-pensée de attention, ce que je comprends, même si je préfère jouer la gagne et faire troisième, que de venir d'office pour la deuxième place et être sûr faire deuxième. Donc voilà. Mais je pense que ça roulait quand même avec Quinn Simons et Storer parce qu'ils reprennent du temps sur Mathieu Van Der Poel, sur tout le groupe qu'il y avait derrière. Donc à mon avis, il y a quand même eu... Ça roulait quand même pas mal. Maintenant, je pense qu'ils n'étaient pas à 100% comme tu le dis et que Quinn Simons peut avoir des regrets parce que Benelli, il a vraiment profité de l'effet de groupe pour pouvoir sortir parce que si c'était en mano à mano avec Quinn Simons, je suis pas sûr qu'il aurait su le lâcher ou en tout cas arriver ou même le battre au sprint, ça c'est sûr et certain que non. Donc quand on voit l'explosion de ce sprint à la fin de Quinn Simons, on remarque la frustration qu'il a eue et aussi la forme qu'il a. Ouais, c'est clair. Forme qu'il a, après avoir dû travailler pas mal de temps en première étape, et puis plusieurs fois en ayant ce rôle de remontée qu'on ne voit pas aussi. Ça, c'est un peu dommage de ne pas avoir économisé un peu plus Quinn Simons. Hugo, je te propose de peut-être, oui, 1, Benelli, 2, Quinn Simons, 3, Michael Storer. Le reste du groupe se partage les places d'honneur. Et un Mathieu Van Der Poel qui se bat jusqu'à la fin pour prendre le maillot jaune d'une petite seconde. Ouais, c'est magnifique. Je trouve ça mène encore du suspense jusqu'à la fin. Cette étape était vraiment incroyable, hein. Je pense que si on aime vraiment bien le vélo, on doit la regarder cette étape. C'est vraiment exceptionnel. Je pense que les favoris se sont fait la guerre dans la fin de l'étape. Dans la dernière montée. Ouais, dans la dernière montée, qui a fait reprendre énormément de temps sur Mathieu Van Der Poel. Je pense pas que c'était prévu, mais Pogacar avait vraiment envie de mettre un petit coup de massue encore en plus sur la tête de Jonas Vingegaard et tout Visma, parce qu'il y avait aussi Jorgensen qui était là, qui était très fort, mais sur tous les autres favoris, parce que tout le monde était là. Oui, et puis après certains ont pris des petits écarts hein, sur une étape, sur une montée assez sèche, on va dire, et qui n'était pas très longue, qui était raide, mais qui n'ont pas non plus la plus raide des côtes. On voit des Enric Mas, on voit des Primoz Roglic, alors qu'on voit des Lipovic qui avaient commencé très fort la montée. Et donc du coup, on voit tous ces mecs-là qui perdent quelques petites secondes, et à part Lipovic non, mais le Roglic et Mas oui. Et donc encore une fois, petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme dirait Noah. Ça veut dire que Pogacar il prend du temps et il use aussi les concurrents puisque c'est toutes des étapes qui lui conviennent parfaitement. Je pense qu'il n'y a aucune étape qui ne lui convient pas. En tout cas, c'est des étapes qui lui conviennent parfaitement et donc les autres doivent faire des efforts supplémentaires pour pouvoir suivre et je pense que c'est une bonne chose pour lui. Je pense que toutes les étapes lui conviennent de ce Tour de France quasi, on va parler des étapes de sprint. Malheureusement, c'est ça le problème avec lui, c'est qu'il est tellement polyvalent et enfin le problème ou l'avantage, je pense que c'est ça qui fait qu'il a déjà énormément de temps d'écart entre les coureurs. Maintenant, je pense que ça convient quand même mieux aux coureurs qui perdent du temps dans la 2 et 3e semaine, et donc peut-être qu'il y aura un peu plus de rivalité, de suspense, mais on verra, je suis pas sûr. Il a quand même déjà mis un gros coup de massue hier, en tout cas. Ouais. On passe à l'étape de demain. Ouais, allons-y. Donc double ascension du mur de Bretagne, et là il y a vraiment... Allez, c'est peut-être l'étape de ce tour où on a le plus gros point d'interrogation. Est-ce que l'échappée va sortir? Est-ce que les coureurs vont, en tout cas, jouer la victoire en venant du peloton? Il y a quand même beaucoup de facteurs, Hugo, qui font que l'échappée va sûrement sortir, sûrement une belle échappée, mais il y a quand même des questions de savoir qui va contrôler. C'est une très bonne question parce que le maillot jaune, c'est Mathieu Van Der Poel. Mais on a vu qu'il était peut-être pas au top de sa forme aujourd'hui. Enfin, en tout cas, il lâche de fatigue. Ouais, on continue là-dessus. Mais c'est quand même pas sûr qu'il va pouvoir jouer la gagne. Peut-être qu'une échappée va vouloir sortir, mais on a des Vauquelin, par exemple, qui vont vouloir reprendre du temps. Mais j'ai du mal à voir Arkea tout seul vraiment contrôlé. UAE aura peut-être l'envie de gagner au jour de demain parce que c'est quand même une très belle étape. C'est peut-être l'étape qui convient le mieux à Tadej Pogacar. Donc pourquoi pas aussi essayer d'arriver en groupe pour pouvoir essayer, avec les favoris en tout cas, pour pouvoir essayer de gagner encore du temps et aussi gagner une étape. C'est surtout ça, le prestige. Il a 100 victoires, mais il aimerait bien peut-être être à 150 le plus vite possible. Donc je pense qu'il va jamais s'arrêter de rêver de victoire. Donc pourquoi pas. Maintenant, je pense que toi, c'est ce que tu as en tête.
Je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui vont cocher cette étape-là pour essayer de sortir. Ouais, en fait, ça va être une question de qui va réussir à prendre l'échappée et qui ne va pas le réussir. Exemple, si tu as un Grégoire qui est dans l'échappée demain, bah, Française des Jeux va être bien contente derrière. Si Wout van Aert est dans l'échappée demain, bah, tout le monde va être content chez Visma Lease a Bike. Si Mathieu Van Der Poel, encore une fois, avec le maillot jaune, est-ce que ce serait pas une possibilité? Ou un Gianni Vermeersch, par exemple? Parce que l'air de rien, c'est un sacré client qui fait beaucoup d'efforts dans l'ombre, mais ça peut être aussi un beau coureur. Il y a des coureurs comme Castrillo, des coureurs comme Romeo, qui a aujourd'hui pris une énorme claque au niveau temps, mais je me demande si ce n'est pas fait exprès aussi. Regarde si Visma Lease a Bike a Tige Benoît devant, Axel Laurence, Tobias Foss. Tous ces coureurs-là, aujourd'hui, ils étaient à la lutte. Mais tous les coureurs peuvent pas être dans l'échappée. Non. Mais donc, du coup, qui va rater l'échappée? Et ça va être la clé pour voir qui va devoir contrôler. Après, la Française des Jeux, en effet, s'ils sont pas devant, je pense qu'ils vont devoir rouler. Arkea, s'ils sont pas devant, avec un coureur, une belle carte comme Ewan Kostiou, par exemple, ils vont devoir rouler. Même Matteo Verchier m'a semblé très fort aujourd'hui, hein. Un peu net comme on dit ici chez nous, mais pour moi c'est un très beau coureur. Turgis, s'il peut aller chercher des points aussi dans l'échappée, pourquoi pas. Donc voilà, je pense que surtout que ces débuts d'étape, j'ai pas l'impression qu'il est très très dur. Donc j'ai un peu l'impression que si une équipe est piégée et n'est pas dans l'échappée, ben j'ai envie de dire toute l'équipe sera normalement susceptible de rouler. Ouais. Donc je pense qu'il y aura facilement trouvé de la main d'œuvre dans le peloton pour rouler. Ok, mais après regarde, tu prends une échappée, t'as Jasper Stuyven, exemple, hein. Je prends comme ça, Brett Van Moer ou Jeno Bergmoes. T'as Vauquelin ou Ewan Kostiou. T'as peut-être Lewis Aski et Romain Grégoire. Et quand tu regardes tout ça, tu fais la somme de tout ça, et ce sera peut-être la première échappée de 14-15 mecs. Si c'est le cas, Tobias Johansen. Si c'est le cas, je pense que tu revois jamais l'échappée. Par contre, à un moment donné, UAE va devoir faire une décision, parce qu'au final, c'est toujours UAE qui décide, et de voir si tu mets un mec avec, premièrement. On a parlé tout à l'heure de Tim Wellens, pourquoi pas. Ou alors, tu contrôles. Et si tu contrôles, on va très vite comprendre ça aussi, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, je pense que t'as raison, UAE a toujours le dernier mot. Et si eux ont décidé de mettre une autre carte comme Tadej Pogacar pour pouvoir remporter l'étape, bah là, ça va tout changer. Il y a deux mecs en tête qui me viennent. Wellens et Narvaez. Narvaez, ça lui convient très très bien aussi. Mais le problème, c'est que je pense que il faudra pas se louper. En fait, si on met un homme devant, on va pas rouler derrière pour revenir sur l'échappée. Mais maintenant, c'est pas parce qu'on met un homme devant que derrière, on n'aura pas d'autres équipes qui vont rouler. Parce que, il n'y a pas que UAE qui peut rouler, il y a d'autres équipes qui peuvent rouler. Maintenant, c'est UAE souvent qui arrive à faire à relancer la machine ou à décider si on rentre ou pas. Et je pense que si on loupe cette échappée, on va devoir rouler, mais je suis pas sûr qu'il y aura... Tout le monde ne peut pas représenter son équipe devant. Non, je suis d'accord. Je pense que et en plus, surtout s'il y a 15-20 coureurs, sur une étape comme ça collabore pas toujours facilement. Non. Mais imagine, quelles sont les équipes que si elles ratent l'échappée, elles vont rouler. Pour moi, il y a UAE qui, selon l'humeur de l'équipe, qui peut décider ça. Visma, ils ont la capacité, mais je vois aucun coureur capable de gagner, sauf Van Aert sur un grand jour en échappée. Mais je pense et pas. encore moins non plus. Du coup, il te reste Remco, mais il va pas mettre personne devant. Alpecin, ils vont choisir de mettre Van Der Poel ou Vermeersch, mais c'est tout. Mais ils vont rouler si tu es d'accord avec moi qu'avec maillot jaune, une étape qui est le mur de Bretagne. Mais je suis pas sûr qu'ils vont aller, parce que s'ils viennent pour la gagne et que Pogacar prend les bonifs, il perd le maillot aussi. Oui, mais je pense que de toute manière, ils vont quand même. Je vois pas cette équipe ne pas rouler demain. Enfin, en tout cas, j'ai du mal. Ouais, FDJ et Vauquelin. Vauquelin. Je pense que DSM peut Franck Van même, mais ce sera une. Enfin, ce sera en fonction de qui est dans l'échappée et une collaboration des. Je pense que Movistar marche très très fort. Maintenant, ce sera peut-être pas eux qui vont rouler. Ça, je pense pas. Si on peut regarder d'autres coureurs, d'autres équipes, je pense que dans les. Bora, non. Non, mais tout le monde va vouloir avoir un homme devant. En tout cas, ça c'est certain. Ouais. Moi, je te rejoins. De toute façon, ça c'est encore une fois. Aujourd'hui, passionnant. Demain,
Si aujourd'hui c'était passionnant, demain ce sera encore peut-être 10 fois pire. Parce que l'échappée va peut-être prendre énormément de champ, comme elle peut être sous contrôle, comme on peut avoir un final excitant. Donc Ouais, je me réjouis pense. d'être demain devant ma TV pour regarder tout ça. Bah, de toute façon, on y sera hein, devant cette TV. Si tu devais dire un favori, du coup. Je pense que ça sera de l'échappée et ce sera Romain Grégoire. Ou, attends, tu sais quoi? Je change. Parce que je vais te le laisser, je sais bien que tu y penses fort, mais c'est Frank Vandenbroek de chez DSM. Bah, moi, j'avais Romain Grégoire, mais moi, je pense pas qu'il sera dans l'échappée. Je pense que ce sera plutôt des circonstances qui feront que. Je pense pas qu'il sortira. Enfin, que ce sera un gros groupe d'échappés. Maintenant, j'espère qu'il remportera parce que il est tellement fort depuis ce début de tour. Mais si je devais dire une longue échappée, je dirais à Tim Wellens parce que, comme tu l'as dit, peut-être que ce sera l'une des seules étapes où il aura sa carte. Ouais. Bon, en tout cas, merci Hugo. Ah ouais, juste une chose, est-ce que donc le maillot jaune, est-ce qu'il le garde, Mathieu? Oui. Moi pas. Moi je Non. pense qu'il craque dans le final. Et donc, Pogacar. Maillot Ok. jaune, ouais. Ça va? Ouais. Allez, bon en tout cas, merci beaucoup. Et vous, on se vous dit à très très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao. Ciao.